3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonjour Guillaume. Merci d'être là. Vincent Genzi avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir directeur Grégoire. de la stratégie de Cholet-Dupont et Igor Demac qui nous accompagne également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bon, la question BCE du jour, mais on peut élargir le débat au Policy Mix 2022. Quelle va être la nature des politiques monétaires, des politiques budgétaires qui accompagneront les investisseurs l'an prochain? On sent qu'on est en train quand même de changer un peu de rythme en la matière. Mais sur la BCE spécifique, Vincent Genzi, est-ce que la BCE sera moins accommodante à compter du 1er octobre que ce qu'elle n'est aujourd'hui? C'est un mini tapering. Mini tapering. Donc elle va être un tout petit peu moins accommodante, mais je considère qu'elle est toujours très accommodante. Ce qui compte pour les marchés, c'est les liquidités. Donc, tant qu'il n'y a pas une réduction majeure des liquidités, a priori, il n'y a pas de désordre manifeste pour les marchés. On va donc avoir un peu moins d'achats d'actifs. Ce qui est étonnant, c'est que la BCE risque de commencer avant la Fed, alors que d'habitude, elle est en retard. Mais c'est un peu la pression des Allemands et des amis du Nord qui l'a poussé dans ce sens. Quant à la Fed, on s'attend à ce qu'effectivement, malgré des chiffres de l'emploi du mois dernier qui étaient un peu décevants, que la Fed commence quand même son tapering quelque part vers la fin de l'année. Mais elle va continuer d'acheter des actifs, donc elle va continuer à injecter des liquidités. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi la BCE, la Banque centrale japonaise, etc. Donc, le vrai moment de vérité, c'est quand on commencera à voir les liquidités se réduire. Et ça, ce sera probablement quand la Fed aura même commencé à remonter ses taux. Donc, ça nous repousse à 2023, voire 2024. D'ici là, il y aura en permanence des incertitudes, des commentaires, des questionnements sur comment les marchés peuvent réagir à cette normalisation monétaire. Mais ce n'est pas la fin d'un bull market. La fin d'un bull market, ce sera plus tard. Vous répondez très clairement à la question. Pour l'instant, c'est des petits moments de volatilité. Parce que ces inflexions de politique monétaire ont laissé parfois des mémoires ou des effets mémoire un peu douloureux chez les investisseurs. Vous dites, on n'est pas du tout dans la même situation que des situations précédentes, mal gérées peut-être en termes de communication, en termes de politique monétaire. Surtout par rapport au tout premier départ de Trump, c'est clair. Les banques centrales communiquent beaucoup plus, préparent les marchés. Elles savent qu'il ne faut pas courir le risque d'une déflagration sur les marchés financiers, c'est tout. Maintenant, il y a d'autres sujets de préoccupation dont on reparlera tout à l'heure. Oui. Non, mais juste un petit point technique, parce que pour moi, le terme de tapering s'applique à la Fed parce que la Fed va réduire ses achats un petit peu chaque mois jusqu'à 0. Oui. C'est pas ce que je comprends de ce que va faire la Banque Centrale Européenne. Même après le plan d'achat d'urgence pandémique mars 2022, elle va continuer. Je comprends qu'elle continuera avec d'autres enveloppes, d'autres programmes. Absolument. On n'arrivera pas à 0. Non, mais le tapering, ça veut dire fermer le robinet. Donc, c'est pas parce qu'on le ferme qu'on l'arrête. Donc, effectivement, en termes de flux, ça va être un peu moins, mais c'est anecdotique. Bon, Igor, sur la toile de fond, là, ce policy mix qui est en train de changer, est-ce qu'on reste dans quelque chose de très supportif pour les économies, pour les marchés également, ou est-ce qu'il faut déjà anticiper peut-être des déficits moins importants, moins d'injections monétaires également? Je dirais que les actions des banques centrales, elles reflètent un petit peu un mouvement de désynchronisation de l'accélération de la croissance. C'est-à-dire que même si les trois zones n'ont pas forcément été toujours synchrones, puisque la Chine a rebondi très très vite, en gros, jusqu'avant l'été, on avait les trois zones qui performaient, qui accéléraient, modulo la Chine, qui avait commencé. Et là, on a une zone qui ralentit, la Chine, une zone, les États-Unis qui se modèrent, et avec une Europe qui, elle, continue d'accélérer. Donc, je pense que les décisions des banques centrales, elles essayent de s'ajuster, et notamment aux États-Unis et en Europe, au momentum. Mais la toile de fond globale est toujours bonne, macroéconomiquement parlant. Après, le sujet est 2022, puisque 2022, on a moins de croissance macroéconomique. On aura moins de stimulus monétaire, a priori. On aura peut-être des resserrements budgétaires. Donc, j'ai l'impression qu'on prépare dans cette fin d'année, l'année 2022, mais que les thèmes d'investissement, peut-être la Chine est le sujet à regarder, mais en fait, dans les portefeuilles, globalement, la Chine n'est pas très surreprésentée. C'est là où il y a peut-être une faiblesse des marchés. Sur le reste, ça devrait rester assez presque ennuyeux parce que, vous voyez, on commence la journée, on est négatif, on se fait peur et puis elle passe très bien son examen de langage,
parce que c'est un examen de langage, assez bien préparé, et puis on finit positif. Donc ça veut quand même dire que les investisseurs ne sont pas dramatiquement traumatisés. Et rappelons aussi que cette crise est très particulière. Elle n'a pas détruit les mêmes emplacements de l'économie mondiale comme la crise de 2008 ou la crise de la zone euro. C'est une crise très temporaire, sanitaire, mais structurellement, elle n'a pas changé ni refaçonné le monde économique global. Mais sur 2022, justement, c'est ça qui m'intéresse. Le marché est toujours dans une fonction d'anticipation et c'est vos métiers de vous préparer aussi à ce qui se passera demain. Votre intuition, c'est quoi? C'est que ça va être un environnement un peu plus compliqué, plus adverse pour les marchés actions ou pas forcément? Je ne cherche pas du tout à biaiser ma question. C'est vraiment une question sincère. Non, moi, il me semble que ça sera un petit peu plus difficile d'avoir la même attitude très positive en début d'année, tant qu'on n'a pas une vraie réponse sur l'inflation et sur ces programmes de rachat. Mais ce n'est pas non plus un environnement qui, comme ça, est impropre à l'investissement action. Il est plus délicat, un peu plus délicat, parce que aussi on a fait une très très grande marche en avant. La hausse linéaire sans à-coups. On en parle un petit peu. Ce sont des maisons américaines qui en parlent, mais on commence à ne plus recommander les actions américaines à l'achat, alors que c'est une espèce de tantrum, enfin de moto, de symbole du capitalisme triomphant, qu'il faut toujours en avoir. Et puis là, on commence à dire, bon, c'est peut-être un peu cher, c'est peut-être... Que des banques américaines, Morgan Stanley ou Citi, recommandent de sous-pondérer les actions américaines, ça n'arrive pas tous les jours. JP Morgan le fait depuis 9 mois. Ah, je l'avais raté celle-là. Et ça n'a pas été très payant. Oui, ça n'aura pas beaucoup réussi alors. Donc, il faut communiquer. Donc on essaie de trouver aussi des biais de communication quand on est une grande banque américaine. Bon, Aymeric, sur la BCE spécifique, s'il y a des éléments à apporter supplémentaires, et puis encore une fois, cet environnement global de liquidité, de déficit, qui va quand même un peu se contracter l'an prochain. C'est toujours des dérivées importantes pour les marchés. C'est des dérivées importantes, mais il y a aussi un élément qui est quand même, je trouve, très important ces derniers mois sur la BCE, c'est qu'on a un changement de langage de la BCE. On a l'impression que la BCE a toujours été suiveuse, en retard, très passive, avec finalement peu de marge de manœuvre. Depuis 3 à 6 mois, on a enfin une Banque Centrale Européenne proactive dans son langage. Elle change son mandat. Jusqu'à présent, on va parler d'inflation et de stabilité des prix. La Banque Centrale Européenne axait tous ses discours là-dessus. C'était vraiment le point d'ancrage de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, on a quand même un désancrage total sur ce point-là, où elle accepte aujourd'hui qu'on puisse avoir de l'inflation en Europe. Elle accepte aussi de parler du mot de croissance. Ça y est, enfin, on commence à mettre devant dans les discours. Avant, on trouvait le mot croissance à la fin des discours. Maintenant, on le retrouve beaucoup plus dans les premiers mots des discours. Donc c'est ça qui nous fait quand même être plutôt positif par rapport aux actions de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, et qui permet de pouvoir dire, tiens, ça y est, il y a un vrai changement. Parce que jusqu'à présent, la Banque Centrale Européenne, c'était un peu ennuyeux, les communications de la Banque Centrale Européenne. On a eu Mario Draghi qui avait fait des discours exceptionnels, mais après, on avait tout retombé. À chaque fois, on retombait dans cette habitude de parler d'inflation, de parler de limitation de la hausse des prix qui n'arrivait jamais. Donc, là, une BCE plus proactive, plus indépendante également peut-être de la politique monétaire menée par la Fed également. Et surtout beaucoup plus proche des réalités économiques et des enjeux que sont la croissance aujourd'hui et pour demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la croissance, d'avoir une vraie reprise en Europe, et on va avoir une banque centrale qui en plus va l'accompagner. Ça, c'est vraiment le sentiment, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait un peu de croissance, c'était oh là, attention, on n'a pas d'inflation, il faut faire attention au prix. Là maintenant, on a plutôt une banque centrale qui veut accompagner ces mouvements d'inflation. Et c'est pour ça que dans les repondérations qu'on peut faire dans les portefeuilles, on peut certes peut-être sous-pondérer pour certains les actifs américains, mais on peut aussi repondérer les actions européennes. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que jusqu'à présent, on a souvent été sous-pondéré actions européennes, en tout cas chez nous, surpondéré sur les États-Unis et sur la Chine. Là, c'est encore le moment de le faire, parce que les actions européennes, elles ont un très beau parcours déjà depuis... mais elles sont très en retard. Très en retard en termes de valorisation par rapport au reste du monde. Et de performance. Et de performance, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, encore aujourd'hui, de repondérer un petit peu plus l'Europe. Et ça, on ne pouvait pas le faire avec une Banque Centrale Européenne qui, jusqu'à présent, avait ce dogmatisme absolument invraisemblable et qui, surtout, n'accompagnait pas assez la croissance. Parce qu'elle pouvait faire beaucoup plus et elle n'a pas fait assez. Et elle le dit, Christine Lagarde, on n'y est pas encore. C'est-à-dire quand on regarde les projections du staff économique de la BCE qui ont été mises à jour aujourd'hui, la fin de l'horizon de prévision, c'est donc 2023, le dernier trimestre 2023, l'économie de la zone euro est encore 2-3%
en dessous du trend de croissance pré-Covid. Exactement. Donc ça, elle a bien ça en tête, Christine Lagarde, et elle dit on n'y est pas encore. Non, clairement. Et donc ça veut dire qu'elle va accompagner cette croissance. Et c'est ça qui, pour nous, est quand même un game, ce qu'on appelle un game changer. Oui, c'est vrai. En vous écoutant, je me demandais juste si Christine Lagarde n'avait pas profité aussi d'une fenêtre d'opportunité avec Merkel qui est moins présente, les banquiers allemands qui grinçaient un petit peu moins. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, elle est obligée d'écouter à nouveau un peu le banquier central allemand. Parce que je pense qu'elle n'aurait pas du tout bougé sa position en termes d'achat. Ça a été unanime, visiblement. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité donc, aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un changement de fond de la BCE qui copie un petit peu le mandat de la Fed. C'est une très bonne chose parce que durablement, si c'est maintenu et accepté par les Allemands, on aura une banque centrale qui sera plus réactive. Mais voilà, il faut voir encore dans les mois qui viennent, voir également comment ça se passe après les élections allemandes, s'il y a des changements vis-à-vis de la politique européenne. Qui se mettent en place. Puisqu'on est dans la politique, oui, intégrons les élections allemandes. Je ne sais pas, dans la discussion, Igor, Vincent, Aymeric, c'est vraiment une élection à enjeu par rapport aux élections précédentes allemandes, qui confirmaient Merkel, évidemment, à chaque fois. Cette fois, on sait que ce ne sera pas le cas. Oui, c'est un peu un non-événement, les élections allemandes, depuis tant d'années, à cause de la prédominance de Mme Merkel. Mais bon, les dernières ou les avant-dernières, ou régionalement parlant, on voit qu'il y a aussi un paysage politique qui se morcelle un peu partout en Europe. Après, c'est un modèle politique qui est tellement stable et qui a été conçu et qui est un petit peu ancré dans l'âme germanique politique. On a du mal à voir ça comme un énorme risque. Après, c'est l'élection d'un grand pays de la zone euro. Moi, je trouve que ce qui est symbolique avec la BCE, c'est que cette crise sanitaire, ça a rapproché la BCE des États. Alors qu'à des moments très particuliers, peut-être la crise de la zone euro, mais on a l'impression que le programme de sauvetage, il a été concocté ensemble, ce qui est quand même assez rare, parce qu'on sait qu'il y a des tiraillements, et que ça fonctionne un peu mieux qu'avant, aussi parce que c'est une crise qui est tout à fait particulière. On aurait une crise très spécifique qui aurait touché les grandes institutions financières françaises, italiennes, peut-être que l'Allemagne n'aurait pas... Donc là, on a eu un moyen de se rassembler. Le facteur exogène de cette crise. Exogène, et qui détruit ni plus ni moins chacun des pays, entre guillemets. Mais je vais même plus précisément suivre votre point, Igor. Le chef économiste de la BCE, Philippe Lane, quand on l'interroge, alors les achats d'actifs en 2022, donc vous avez dit l'APP, c'est le programme traditionnel d'achat d'actifs 2015. qui va être, qui date de 2015, qui va être réactivé, qui va prendre la relève du plan d'achat d'urgence pandémique. Pour les montants, on verra plus tard. Mais Philippe Lane, il dit... une des conditions importantes pour recalibrer l'APP, le programme d'achat d'actifs en 2022, ça va être de regarder les déficits des États. Les volumes d'émissions nettes des dettes souveraines. On a un lien explicite désormais qui est évoqué par le chef économiste de la BCE entre le besoin de déficit des États et la politique d'achat d'actifs de la BCE. Je pense qu'on ne peut plus trop vivre sans déficit, là, maintenant. Nous, en France, je crois que le dernier budget excédentaire, c'est 1974. Bon, la réponse à ces crises, on l'a copiée sur celle des États-Unis. C'est à chaque fois remettre de la liquidité pour empêcher que les structures d'emploi ou d'investissement ou les défaillances d'entreprise soient trop difficiles à digérer. On préfère le faire de manière... plus éloigné dans le temps, plus lissé. Et je pense que le système économique, même si on ne comprend pas toujours ces sommes, il est aussi fait pour perdurer. Donc toutes les méthodes pour perdurer, aujourd'hui, c'est des déficits tant qu'ils sont financés par la BCE, des investisseurs. Le système fonctionne. Je pense qu'il était également dans la tête du chef économiste de la BCE, c'est que si on a dans l'idée de maintenir des taux à un certain niveau, des niveaux supportables par l'économie et par... les gouvernements, c'est vrai que l'ampleur des émissions nouvelles va calibrer le programme d'achat parallèle. Donc je pense que c'était ça. C'est l'exemple de ce qu'on a vu aux États-Unis quand les taux ont monté un petit peu, parce qu'on est arrivé à un moment où la Banque centrale achetait pas plus et le gouvernement fédéral émettait plus. Il y a eu une petite tension sur les taux, ça a été un des facteurs d'explication qui a été avancé. Donc c'était peut-être ça. Il est évident qu'à objectif de taux inchangé, s'il y a beaucoup d'émissions, il faut qu'il y ait plus d'achats de l'autre côté de la part de la Banque centrale. Quant au déficit, je pense qu'ils vont forcément aller en diminuant, puisque on a... C'est un risque ou pas, ça? Parce que de passer de
de 10% de déficit à 4, 5, je fais à peu près la moyenne des pays du G7. Les US, ils sont à 15% peut-être sur l'exercice 2021. Ils seront à moins de 10. Ils seront à moins de 10 l'an prochain. Oui, non, mais ils vont forcément aller en diminuant, puisque tous les budgets d'accompagnement liés au Covid vont progressivement s'éteindre. Donc effectivement, il y aura une réduction des financements publics, mais en parallèle, il y aura une augmentation du retour à l'emploi, de la croissance, de l'emploi, de l'investissement. Donc pour vous, c'est une transition qui normalement logique. Se fait... D'accord. Voilà. Ouais. Bon. On parle de la Chine ? C'est quand même le nouveau sujet de la rentrée, là. Moi, je suis très intéressé de tous vous écouter, vous ce soir et tous les autres qui viendront encore pour nous parler de la Chine. De quelle manière est-ce que ça vous intéresse ? Déjà, quand on est investi peut-être directement sur des thématiques chinoises, exposé à des actions chinoises directement, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les décisions de gestion que vous avez pu prendre ? Et la grande question, c'est est-ce qu'on continue d'investir en Chine ? Et si oui, de quelle manière ? Quels sont les thèmes qu'on a envie d'investir demain pour être exposé à la Chine. Alors, très intéressant comme sujet parce qu'aujourd'hui c'est une zone qui est peu connue. Tout le monde commençait à s'y intéresser de plus en plus chaque année depuis 10 ans. Et puis tout d'un coup on a un changement assez drastique qui est arrivé en fait il y a quelques temps quand le président chinois a dit stop, on ne fera pas l'introduction en bourse de Ant Group pour Alibaba. Ça a été le point de rupture très clair entre le Parti communiste chinois et son dirigeant qui dit je reprends en main, c'est moi qui dirige et le capitalisme à outrance, on arrête. Donc ça a été le point de départ. Novembre 2020. Et après, s'en est suivi beaucoup de mesures destinées en fait à reprendre en main sa population, l'État et sa souveraineté quasiment, puisqu'on pourrait quasiment parler de souveraineté aujourd'hui. Et ça a été de multiples mesures qui se sont accélérées dans le temps, qui ont touché pas mal de secteurs d'activité, l'éducation, parce qu'on voit bien qu'ils ont essayé de libéraliser la politique de l'enfant unique, ça prend pas. Pourquoi ? Parce que quand les Chinois vous disent oui, je voudrais bien faire un deuxième enfant, mais ça coûte trop cher. Le système éducatif coûte beaucoup trop cher. Que fait le gouvernement ? Il dit je vais rendre toutes ces entreprises... Ne vous inquiétez pas, ça vous coûtera plus rien. Ça vous coûtera plus rien, on va les rendre non profitables, ces entreprises-là. Ensuite, il y a eu tout le secteur du jeu, pour arrêter l'addiction, parce qu'on parlait vraiment d'addiction de la part des enfants et des jeunes en Chine. L'opium numérique. L'opium numérique, exactement, l'opium du peuple. Donc aujourd'hui, on s'attaque à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut reprendre en main son État aussi ? Parce qu'aussi, d'une manière démographique, on va atteindre le pic de démographie en Chine dans les années qui viennent. Après, la courbe... Je crois qu'on perd déjà des habitants. Voilà, on arrive quand même au sommet. Donc, fin du siècle, la population chinoise est divisée par 2. Voilà. C'est ça la dynamique démographique chinoise jusqu'à la fin du siècle. Donc ça a des répercussions très fortes derrière sur la consommation, sur le PIB du pays. Donc c'est pour ça que maîtriser son économie de manière beaucoup plus forte est très important pour le gouvernement chinois. Et on oublie que c'est quand même aujourd'hui un dirigeant qui est plutôt qualifié de dur dans sa politique géopolitique, on l'a vu, mais aussi politique interne. Qu'est-ce que ça implique pour vous là, en tant qu'investisseur à Paris, investisseurs globaux, vous pouvez investir sur toutes les zones géographiques. Qu'est-ce que ça implique pour vous la surpondération qu'on avait, qui était assez forte sur les actions chinoises, on l'a réduit. On l'a réduit parce que justement, il y a beaucoup plus d'incertitudes, mais on en garde parce que on a eu les premiers signes, voire même on va peut-être recommencer sur le dernier trimestre à en remettre un petit peu. On a eu les premiers signes cet été qui sont quand même assez importants de redétente. Il a annoncé donc ils ont annoncé, les Chinois, qu'ils allaient améliorer les ratios de solvabilité des banques, les diminuer, les règles réglementaires. Donc assouplir finalement les règles. Faciliter la distribution de crédit. Exactement. D'accord, ok. Donc on sent qu'il y a une volonté quand même de dire, bon voilà, on a fait déjà... On sait qu'il y a un coût financier, un coût économique important, mais on va quand même... commencer les premières choses à lâcher un peu du lest. En plus, on a pas mal d'études où on nous dit qu'ils sont contents qu'il y ait beaucoup d'Américains qui soient sortis du marché chinois et beaucoup de retraits de capitaux
de la part des marchés, des investisseurs américains du marché chinois. Et ils vont favoriser, on sent qu'apparemment, il y a pas mal de mesures qui arrivent pour favoriser l'investissement local de Chinois dans les entreprises chinoises. Donc là aussi, ça plaît au gouvernement chinois et ça va favoriser une remontée du marché chinois. On l'a vu, le mois de juillet a été très compliqué pour les actions chinoises. On a perdu à peu près une petite dizaine de pourcents en ligne droite. Mois d'août commence à se stabiliser. Donc mois de septembre, début de mois, on commence une petite remontée. On sent qu'il y a une petite dynamique qui revient. Donc aujourd'hui... Peut-être une petite fenêtre d'opportunité, vous dites, petite là, fenêtre pour d'opportunité, profiter d'une revalorisation des marchés chinois. Exactement, parce qu'au final, autant la classe, les personnes, la classe d'âge 50-80 ans en Chine est pro-parti communiste chinois et appliquera parce qu'ils sont chinois avant tout. La classe d'âge qui est aujourd'hui jusqu'à 40 ans, qui a goûté au libéralisme de façon importante, avec la naissance de cette classe moyenne qui est quand même l'objectif avéré du Parti communiste chinois, fait qu'eux, ils auront plus de mal et auront plus de facilité à finalement continuer à consommer. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des enjeux. S'il veut que sa classe moyenne naisse vraiment, il va devoir quand même lâcher un petit peu du lest. Oui, c'est pas retour il y a Totalement. 50 ans en arrière. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe en Chine, Igor? Qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui doit nous intéresser? Pas grand-chose, à vrai dire. Mince. Non, je comprends pas grand-chose. C'est une boutade pour dire que c'est quand même relativement opaque par rapport à nos systèmes. Et c'est un système politique qui nous est étranger. Alors on l'a connu en Russie, et encore là, c'est très particulier parce qu'il y a une espèce de dose de participation au capitalisme mondial tout en étant très fermé. J'ai l'impression que les actions chinoises, les marchés chinois, c'est toujours un peu la même histoire. Il faut en avoir parce que la Chine, c'est 1,2 milliard d'habitants, il y a de la croissance, il y a de la technologie, c'est l'atelier du monde. Et puis il y a une autre petite voix un peu plus prudente du gérant qui a l'expérience qui dit c'est jamais vraiment investissable, on est toujours là à contre-temps. Et puis avec une épée de Damoclès qui a toujours existé mais qui se matérialise, la réglementation et d'un parti qui peut prendre le contrôle ou avoir une décision qui est contraire à un investisseur, entre guillemets. Donc c'est difficile de ne pas considérer la zone dans le monde économique global, hein, c'est clé. Comment on peut y arriver à travers des titres chinois ça me semble complexe. Aujourd'hui, c'est un peu un point d'interrogation. Je pense que si on avait une belle jambe de baisse encore, on pourrait s'y intéresser. Après, ça peut être dans un portefeuille, à mon sens, que quelque chose d'assez minoritaire aujourd'hui, parce que la dynamique démographique, elle va tout emporter. Peut-être même le Parti communiste chinois, puisque ceux qui le défendent le plus vont partir. C'est ce qu'on disait. Hein. Donc, bon, c'est à très long terme. Oui, mais d'accord, mais sur cette vision longue, vous n'êtes pas ultra positif sur la Chine, quoi. Il y a des problèmes qui vont être compliqués. Le problème, c'est que c'est pas le même régime et le système politique que la plupart des pays qui sont investissables depuis un siècle, entre guillemets, puisque le S&P doit avoir 100 ans. Mais voilà, donc je me pose des questions si on n'essaye pas de tourner. On rend absolument investissable un pays qui, en théorie, ne devrait pas l'être, entre guillemets. Ou peut-être à des multiples comme les actions russes ou les actions indiennes, mais qui se payent 6-7 fois. Avec une prime beaucoup plus élevée. La prime, on y va, on sait que c'est risqué, mais là-bas, ça coûte plutôt 18-19 fois. Et encore, ça a beaucoup baissé parce que les cours des technos ont beaucoup baissé. Chez Natixis, ils disent sur la décennie à partir de 2030, c'est moins de 2% de croissance annuelle pour la Chine. Avec cette épée de Damoclès démographique, encore une fois, population divisée par 2 d'ici la fin du siècle. Il y a la démographie, et puis il y a également les conséquences du Covid et de la posture de Xi Jinping. Ce qu'il fait dans la mer de Chine, ce qu'il a fait avec les États-Unis. On voit bien que ça fait déjà plusieurs trimestres, je considère que l'apogée de la Chine est derrière nous. Premièrement, la démographie. Deuxièmement, le taux de croissance maximal a été atteint il y a déjà plusieurs années. Troisièmement, l'influence chinoise, à mon avis, va commencer à diminuer. On voit bien que dans la zone même, il y a des pays qui commencent à grogner un petit peu. Hein. Vous avez vu l'Australie, et d'ailleurs qui s'en sort pas si mal que ça. Donc je pense que Xi Jinping se rend compte également que le modèle chinois, qui était l'usine du monde de l'exportation, il l'avait dit d'ailleurs, il voulait recentrer vers l'économie domestique, mais ça a été
très Et vous y progressif croyez et très pas lent. La tech, la transition énergétique, il y a quand même beaucoup de choses qui se Non, mais passent il est en Chine obligé. de Ce que je veux dire, point c'est de vue-là. qu'il est obligé de redomestiquer son économie, puisqu'on voit qu'il y a des partenariats industriels qui s'arrêtent, des entreprises américaines ou européennes qui ferment des usines en Chine parce qu'effectivement, on n'a jamais été rentable. Il y en a plein. Hein. Donc, l'usine du monde, c'était le modèle, ça le sera un petit peu moins. Un petit peu moins. Donc il faut l'accompagner, effectivement, et pour l'accompagner, il faut s'appuyer sur la population locale et la consommation domestique. La consommation domestique, si vous n'avez pas de système de retraite, de système social qui tourne, vous avez des taux d'épargne importants, de la thésaurisation, et vous avez moins de consommation. Donc il est obligé d'aller dans ce sens. Après, moi, je considère que c'est un despote éclairé. C'est-à-dire que depuis 20 ans, la Chine, enfin pas que Xi Jinping, mais le Parti communiste, c'est un despote, mais qui a toujours été pragmatique. La grosse différence avec les Russes. Et donc, ils ont réussi leur modèle économique, leur développement, mais à un moment donné, il y a des frictions, il peut y avoir des tensions sociales. Ils ont toujours réussi à passer au travers. Peut-être qu'effectivement, dans les 30 ans qui viennent, ça changera. Mais je pense que la Chine, ce ne sera plus le même type d'investissement. Et alors ? Donc, ça va être des investissements plus ciblés, des thèmes plus ciblés. Acheter des ETF chinois, ce sera peut-être moins à la mode. Il faudra peut-être aller sur du pur domestique consommation ou des sociétés européennes exportatrices, mais de biens de consommation, de style CEP, qui sont implantés là-bas. Voilà, il va falloir... Ça va aussi rentrer un peu dans le rang, entre guillemets. Et donc, il faudra maintenant faire un peu plus de stock picking, ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les comptes. Bon, gardez la parole, Vincent. Là. Et pourtant, il y a des fonds actions chinoises ISR. Igor. Donc c'est quand même dingue. C'est qu'on peut tout packager dans le monde d'aujourd'hui. Oui, mais parce que ce que vous expliquent ces gérants, justement, ISR, qui essayent aussi d'avoir de l'impact, c'est qu'il y a quand même des technologies dont on ne peut pas se passer, et la Chine est en avance sur un certain nombre de technologies. Si on veut avoir de l'impact positif pour la planète, et puis sur le plan de l'ISR... Bon, il y a évidemment les grandes entreprises chinoises, mais il y a aussi visiblement des entreprises qui sont en train de se mettre au standard parce qu'elles comprennent bien que les capitaux étrangers restent aussi nécessaires pour l'économie chinoise. On verra dans quelle mesure. Peut-être que pourront tourner en circuit fermé en termes de capitaux, j'en sais rien. Et l'environnement est quand même aussi, la sauvegarde de l'environnement est également importante pour la Chine, quand on voit le taux de pollution. Je minimiserai pas la prise en compte de ce facteur-là dans la politique chinoise. C'est vrai. Où est-ce qu'on a envie d'être investi là, en cette rentrée de manière un peu plus immédiate et Bon, nous, on reste plutôt positionné sur les États-Unis et l'Europe, plutôt sous-pondéré sur les pays émergents, y compris la Chine. Est-ce qu'il faut globalement réduire l'exposition au risque de manière significative ou pas forcément ? On l'a réduit un petit peu avant l'été, à nos dépens. Pourquoi, comme d'autres, on a réduit un petit peu ? Parce que quand on a 4, 5, 6, maintenant 7 mois de hausse quasiment ininterrompue, on se dit, ça ne peut pas durer. Bon, c'est une erreur, mais bon, c'est pas grave. On se dit que c'est la gestion du risque. Bon, moi je pense qu'il faut pas aller beaucoup plus loin. Moi je suis globalement neutre action. Donc vous restez sur ce niveau de prudence, de modération. Sachant que je n'ai cessé de dire aux gérants, chaque fois qu'il y a une baisse, il faut en profiter. Parce qu'on a du new cash, on a des gens qui nous apportent, qui ouvrent des comptes. Comme partout dans le monde, il y a beaucoup de liquidités. Il faut chercher des opportunités pour investir. Donc, ce n'est pas parce qu'on est neutre qu'on n'achète pas. Mais on achète de manière sélective en fonction de nos clients. Mais les trous d'air sont toujours mis à profit pour revenir ou renforcer des positions. Le buy the dip fonctionne toujours. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, chacun fait en fonction de ses clients et des oui, bien sûr. Mais l'idée générale, c'est ça. Ça, c'était très facile à dire. Par contre, augmenter le poids des actions globalement dans les portefeuilles, dans une optique long terme, j'ai quelque part une partie de moi-même qui me dit on est toujours dans un bull market, il faut y aller. Mais comme il n'y a pas eu de correction importante, on se dit j'aimerais bien en profiter d'un repli un peu plus prononcé pour relever mes expositions globales. Voilà. Émeric ? Action US. Toujours la première zone. Oui, il y a certains brokers américains qui réduisent, grandes banques américaines qui réduisent leur exposition, qui pensent qu'on est sur des pics, mais la croissance reste aux États-Unis. La banque centrale la plus accommodante, ça reste aux États-Unis. Les injections de liquidités permanentes, c'est aux États-Unis. Mais ça va changer, ça, non ? Qu'est-ce qui va faire changer ? C'est pas ce que nous dit la Fed. Ça va changer. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
les entreprises, elles ont encore beaucoup de choses à faire, notamment aux États-Unis. Les programmes de rachat d'actifs, c'est encore quelque chose qui va arriver, qui va continuer, qui va s'amplifier dans les années à venir. Les opérations en capital, avec des taux qui restent toujours aussi bas, des taux qui ne remontent pas, quand bien même on va annoncer des tapering, on voit les taux qui restent toujours très bas aux États-Unis. Ça permet aussi de continuer à valoriser les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on continue de privilégier. On est toujours sélectif, toujours plutôt quand même encore orienté croissance. Les grandes tech, malheureusement, on est obligé. On les a vus revenir cet été. C'était plutôt un été assez Goldilocks de ce point de vue-là, au bas et croissance, quoi. Valeur de croissance. Parce qu'elles ont aujourd'hui, on retrouve ces discours où on dit quand on a un peu plus d'incertitude, qu'on a des valorisations au plus haut, c'est aussi les valeurs qui s'en sortiront le mieux quand il y aura des retours de marché. Donc c'est aussi un petit peu en défensif qu'on achète aujourd'hui ces grandes tech américaines. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui sont le cash pour innover, le cash pour racheter d'autres entreprises pour faire de la croissance. Donc c'est celles qui pourront poursuivre cet élan de croissance. Et aujourd'hui, elles sont devenues plus puissantes que beaucoup d'États. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que toutes les histoires de régulation, les histoires d'antitrust, pourquoi on n'en parle quasiment plus actuellement ? Parce qu'aujourd'hui, l'État a besoin de ces entreprises qui sont les premiers employeurs, les premiers à pouvoir maîtriser les salaires, notamment les bas salaires aux États-Unis. Donc quand on a de l'inflation en plus sous-jacente, c'est les grandes tech qu'il faut avoir, parce que c'est eux qui accompagnent cette politique monétaire américaine. Donc c'est pour ça qu'on favorise aussi ces entreprises encore aujourd'hui. Igor, sur le thème de l'allocation, de l'investissement. Là. Non, mais moi je vais reprendre ce qui a été dit au début de l'émission. Je pense que l'Europe a un petit carte à jouer, même si on ne peut pas enlever une part d'un portefeuille dans les actions américaines. Je pense que là, il y a un momentum qui est un peu plus favorable pour l'Europe. Après, le rattrapage du retard gigantesque depuis la décennie, faut pas rêver tout de suite. Vous dites que ce n'est pas les 20% de hausse des actions européennes cette année qui ont fait jeu égal avec Wall Street, qui enlèvent justement la décote, parce que quand même, quand on regarde les niveaux de valorisation, alors les indices sont composés de manière différente. Vu ce qui se passe dans l'environnement monétaire, je trouve que l'Europe a des propositions d'investissement. Après, il faut avoir les deux zones. Mais là, depuis qu'on a quand même très bien géré la phase vaccinale, c'est quand même un des domaines où on a été en avance. Enfin, en retard, puis en avance. Puis maintenant, on est en avance. Et c'est vrai que le sujet monétaire semble un peu mieux traité. Bon, il y a le rebond des bénéfices, il y a beaucoup d'introductions en bourse, des dividendes. Beaucoup d'OPA, retour des dividendes. Ça fait un marché qui est un peu plus sexy qu'avant par rapport à celui des États-Unis qui reste un marché dominant qu'il faut avoir. Mais je veux dire, l'écart d'attractivité est un petit peu plus en faveur je comprends. De l'Europe. Bon, même si le marché boursier européen n'est pas forcément sexy pour tout le monde. Et puis pas partout. Alors, non, mais je voulais faire appel. Vous avez été un grand spécialiste des télécoms. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours, mais c'est un secteur que vous aimez bien suivre. Vous avez 2 téléphones. Et je me disais, parce que là, Xavier Niel est en train de racheter les minoritaires d'Iliad. L'opération commence aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le succès. Iliad va sortir de la cote. Comme Patrick Drahi, l'an dernier, a sorti Altice, SFR de la cote. On verra si Bouygues, avec Bouygues Télécom, peut faire quelque chose, j'en sais rien. Orange essaye de racheter Orange Belgium pour le sortir de la cote là aussi. Tout le monde est en train de se dire finalement la bourse n'est pas faite pour les télécoms. Je prendrai la question de l'autre sens. Est-ce que les télécoms sont faits pour la bourse ? Je dirais oui pour certains. C'est-à-dire que quand il y a un projet de croissance, comme ça a été le cas pour Iliad, un changement structurel du secteur, la bourse a accompagné les télécoms. Mais dès lors qu'il y a un régulateur trop fort et qu'il y a trop d'investissements et qu'en fait les télécoms sont vus juste comme des dividendes yielders, c'est-à-dire des gens qui payent des dividendes, finalement, celui qui est en bourse, et Iliad est peut-être arrivé à ce niveau-là, peut-être qu'il a intérêt à retirer, à se leverager, et puis là, à faire quelque chose de plus intelligent. Mais en bourse, on est quand même limité sur les ratios d'endettement. On voit un peu le même système sur les distributeurs, la grande distribution. Il y a trop de modèles économiques différents avec des avantages qui sont défavorables pour les acteurs cotés. Donc, quand vous êtes coté, vous êtes obligé... La bourse est un désavantage pour certains secteurs déflationnistes, où il y a un pouvoir très fort de prix, soit imposé par le régulateur, soit par l'environnement de consommation. Donner sa part de marché, ses marges à un concurrent qui, lui, n'a absolument aucune obligation...
Voilà, ces deux secteurs sont un peu maudits, mais c'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Non, Il y a de la valeur dans l'abonnement, de la valeur dans le de la même transfert manière. de data. Donc on peut gagner de l'argent avec les télécoms. Monsieur Niel l'a fait. Je pense que Bouygues Télécom est une belle diversification. Et aux États-Unis, les opérateurs, ou en Asie, sont très profitables. Je pense qu'on a mal régulé ce secteur. Bon, je sais pas, dans les petites histoires du jour, si vous voulez dire un mot des télécoms, Aymeric, avec plaisir. Non, mais je notais, sur le front de l'investissement, Bill Gates, là, qui prend le contrôle des hôtels Four Seasons, il complète sa participation pour prendre le contrôle. Alors, sur la base d'une valo de 10 milliards, il met un peu plus de 2 milliards pour prendre le contrôle. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter de l'hôtellerie haut de gamme aujourd'hui? On a dans l'aérien aussi, alors, c'est ce qui a été rapporté notamment par Bloomberg, EasyJet, qui a rejeté une offre de Wizz Air, la compagnie hongroise, à bas coût. Je sais pas, est-ce que c'est des secteurs qui donnent envie, puisque visiblement il se passe des choses là. C'est, pour Bill Gates, en tout cas, c'est le secteur du luxe quelque part, qui continue d'avoir un certain pricing power. Donc on avait vu également... Donc c'est luxe avant d'être de l'hôtellerie, vous dites finalement? C'est les deux, l'un plus l'autre. Ça c'est quelque chose d'important. Donc, parce que ce sont deux secteurs qui sont générateurs de beaucoup de cash flow finalement quand ça marche. Quand on enlève la période Covid, c'est un secteur qui peut se porter très très bien et l'hôtellerie de luxe se porte extrêmement bien. On avait vu Bernard Arnault racheter aussi une chaîne d'hôtels, Belmont, il y a quoi, 2 ans. 3 ans, ouais. Donc on sent que c'est un secteur qui a de l'attrait, sur lequel on a eu justement un accident pandémique, dû à la pandémie, mais encore une fois, c'est un très très beau secteur. Mais c'est un signal de confiance quand même, je sais pas, dans le retour des flux touristiques internationaux, des grands voyageurs, c'est le fait. Alors que le même Bill Gates nous dit que le travel, le voyage d'affaires, pour lui c'est fini. Mais bon, il n'y a pas que du voyage d'affaires chez Four Seasons. Il n'y a pas que du voyage d'affaires chez Four Seasons, et puis surtout, c'est voir le jour d'après. Ça, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit bien que ces grands industriels voient plus long terme et se disent il y aura autre chose après la pandémie. Donc on va plutôt aller chercher des secteurs justement qui offrent une sous-valorisation actuelle parce qu'il y a eu un événement précis et donc on peut aller faire de l'investissement dans ces secteurs-là qui, encore une fois, ont cet avantage quand on est dans le secteur du luxe plus le secteur de l'hôtellerie, on a cette capacité à pouvoir maîtriser ses prix. Et ça, quand on a des périodes où l'inflation peut arriver, où l'inflation peut être plus élevée, c'est extrêmement important de parler de pouvoir fixer ses prix, de pouvoir les augmenter. Et l'hôtellerie de luxe a ce pouvoir-là. Vincent, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur l'avenir, justement, pour se pencher sur des investissements, alors qui paraissaient complètement incongrus il y a encore quelques mois avec la pandémie? Est-ce que c'est le moment? Incongru, mais les titres avaient quand même pas mal rebondi, bien donc sûr, personne n'a voulu bien en sûr. acheter, mais les cours ont quand même remonté. Non, mais je crois que c'est ce que disait... Aymeric, pardon. Et puis c'est aussi le constat qu'on a beaucoup de titres qui sont au plus haut, des indices qui sont au plus haut. Donc on est à la recherche de bonnes opportunités. Et quand on est un capitaine d'industrie, on n'y va pas par le petit bout de la langue. Donc on cherche des dossiers intéressants avec un fort effet de levier. Donc je pense que c'est quand même la prise en compte de marchés qui ont globalement bien performé et où il faut aller chercher de l'opportunité. Donc l'aérien, ça reste cher parce qu'on voit très bien que ça va mettre du temps à redémarrer. Mais en absolu, on est tellement loin des points de départ en termes de cours, c'est vrai pour l'hôtellerie aussi. Donc oui, je crois que ce sont des décisions que des gérants peuvent avoir du mal à prendre, mais que des capitaines d'industrie qui investissent leur argent prennent le risque, eux, de le faire. Je pense que c'est ça. Oui, Igor, c'est un actif avec une très belle marque. Four Seasons. Four Seasons, Belmont était une très belle marque. C'était le prince Al-Walid, je crois, qui était actionnaire de Four Seasons. Bill Gates rachète les parts d'Al-Walid. Et d'ailleurs, vous avez vu, Bernard Arnault avait lui-même commencé avec ses hôtels Cheval Bien Blanc. sûr. C'est vraisemblablement un secteur où il y a pas mal de valeur, puisque la personne qui rentre dans ces chambres d'hôtel, on peut lui faire payer pas mal de services à des très bons prix. Bon. C'est capital intensive aussi. C'est vrai. Oui, effectivement, même si beaucoup d'opérateurs hôteliers ont pu céder aussi leurs murs pour alléger un petit peu la structure de non, mais je pense que c'est aussi la prise en compte qu'effectivement, un jour, on va tourner la page du Covid, c'est clair. Et là, quand on parle des
pas des game changers, mais des éléments d'incertitude que l'on a devant nous. J'ai toujours été assez confiant et optimiste, mais bon, on voit qu'il y a quand même une bonne partie du monde qui n'est pas vacciné. La Chine a beaucoup reconfiné quand même. C'est passé un peu sous les radars, mais on en parlait hier. Beaucoup de confinements locaux, mais au final, début août, il n'y a plus d'avions qui circulaient en Chine. Mais donc, je ne suis pas sûr qu'on retourne en arrière. Je ne suis pas du tout inquiet. Mais par contre, de là à anticiper une amélioration généralisée et revenir à la situation d'avant en termes de nombre de vols dans le monde... C'est un pari encore un peu... C'est encore un petit pari. Ambitieux. Mais donc, il y a de l'opportunité aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir animé cette discussion de marché. Planète Marché, chaque soir avec 3 invités. Vincent Genzi, qui était avec nous, le directeur de la stratégie de Cholet-Dupont. Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame. Et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne.